Qu'est-ce qui est important pour les familles? Le logement, avoir un abri, avoir des sources de revenus. Is we need to diarist. Cet ouvrage vous permet de bien d'avoir une vue d'ensemble. Bonjour, moi c'est Patrick, Daniel, et nous sommes les éditeurs du livre Taking Shelter, Housing Finance for the World's Poor, s'abriter, la finance au service du logement pour les populations pauvres. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat. À tout de suite. Malheureusement, nous n'avons pas encore le son. Bonjour, bienvenue à cette séance, une conversation au coin du feu à propos du nouveau livre qui s'intitule Taking Shelter, Housing Finance for the World's Poor, qui pourrait se traduire par s'abriter, la finance au service du logement pour les populations pauvres. Je m'appelle Patrick McAllister, je suis en présence de deux auteurs de cet ouvrage collectif. Nous allons discuter des chapitres que vous avez rédigés et vous allez nous parler de votre expérience. Alors, Maria Hugschmidt est des nôtres, fondatrice et directrice du programme de services financiers au service du logement, l'Université de Pennsylvanie. Elle conseille souvent les gouvernements, les acteurs publics, non publics dans des pays en développement dans le domaine de la finance au service du logement. Elle est directrice exécutive de Hofinet, un réseau d'information sur le logement et le financement. Il s'agit d'un portail web qui reprend des données statistiques à des fins publiques. Si vous ne connaissez pas encore Hofinet, alors n'hésitez pas à vous renseigner. Et j'accueille également Stuart Rodford, qui est architecte. Il est professeur associé près de l'université. Il a beaucoup écrit sur les services financiers à destination des personnes pauvres. Il a beaucoup écrit sur les pauvres et l'argent. Il est directeur en ce moment du Rishipara Diary Project, un projet de carnet de bord financier au Bangladesh. Lui, il est au Japon en ce moment. Maria est en Philadelphie. Et nous attendons avec impatience les résultats. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où cet enregistrement sera diffusé, nous connaîtrons le résultat. Moi, je suis à Vermont et j'essaye d'échapper à tout. Donc, nous allons avoir une conversation au coin du feu. J'espère que vous apprécierez cet échange. Maria, vous avez écrit le premier chapitre du livre qui livre un état des lieux des logements pour la population pauvre. Quels ont été les progrès réalisés ces dernières années pour la population pauvre du monde et quels sont les défis pour les années à venir? Merci Patrick pour cette introduction. Je suis ravie d'être des vôtres. Ce que nous avons pu constater ces dernières dizaines d'années, c'est que pour ce qui est de la finance au service du logement, il n'y a pas eu de grands changements dans les économies avancées.
Beaucoup de personnes ont accès à des crédits hypothécaires, le même pourcentage qu'auparavant. Mais dans les pays en développement, dans les marchés émergents, là, nous avons observé que l'accès au financement a augmenté de manière considérable. Mais ce n'est pas nécessairement lié au crédit hypothécaire. Il y a plutôt l'accent qui est mis sur la consommation et moins sur le logement. Or, les besoins sont tellement importants en termes de logement, de rénovation de logements existants. Cela étant dit, nous avons constaté que même si les chiffres sont faibles, nous avons constaté une amélioration dans le secteur de la microfinance. Il y a une prise de conscience, en fait. Dans les pays en développement, il faut que les secteurs privés et publics avancent, proposent quelque chose pour intégrer davantage de personnes dans le système des crédits hypothécaires. Ces crédits hypothécaires sont garantis et constituent la forme de crédit la moins onéreuse. Si les gens n'ont pas accès à des crédits hypothécaires, alors il est vraiment difficile de mettre à l'échelle ces efforts et donc de favoriser le logement. En tout cas, il y a une prise de conscience. Il est important de proposer ces crédits à des populations pauvres. Et les efforts qui ont été consentis commencent à porter leurs fruits. On ne le voit pas encore tellement dans les données, mais sur le terrain. Alors, il y a des efforts pour mieux desservir des personnes à faible revenu, des personnes ayant des revenus informels. Comment leur donner accès à ce marché des crédits hypothécaires? Alors, dans le secteur de la microfinance, nous observons qu'un grand nombre d'institutions de microfinance qui ont un portefeuille logement commencent à comprendre comment répliquer leurs produits en termes de logement. Donc, il y a des mouvements positifs, il y a une certaine extension dans le secteur de la microfinance pour le logement, et c'est vraiment important si nous voulons mettre en place un système harmonieux d'accès au financement destiné au logement, alors que ce soit de la microfinance, des crédits hypothécaires ou autres. Donc, on ne le voit pas encore tellement ou dans les données, mais plutôt sur le terrain. Il y a des progrès. J'étais hors micro. Je suis curieux. Je sais que vous travaillez avec de nombreux interlocuteurs dans des marchés émergents. Alors, est-ce que ces acteurs veulent desservir des personnes à faible revenu et proposer des crédits de moindre envergure? En fait, le risque du crédit et le risque de proposer plus de crédits moins importants, enfin, cela constitue un défi, c'est vrai. Mais une fois que vous avez un groupe de bailleurs comme en Inde et qui comprennent qu'il s'agit en fait d'un marché énorme, beaucoup plus important que d'autres marchés classiques, et si vous savez comment faire, comment proposer ces crédits hypothécaires sans prendre trop de risques non plus, à ce moment-là, tous les dispositifs modernes peuvent être appliqués. Par exemple, on peut utiliser Google Earth et
nous avons des outils qui permettent de faciliter le tout. Donc, parfois, ce ne sont pas nécessairement de grandes banques, mais des institutions plus modestes, des SACCO, des coopératives, comme ils les appellent au Kenya. Ces institutions-là sont en train d'étendre leur portefeuille logement dans des marchés classiques. Les banques classiques comprennent qu'il y a moyen de faire de l'argent dans ces marchés de revenus faibles à moyens et donc commencent à s'y intéresser. En tout cas, ce qui est important, c'est de réduire le risque du crédit, de proposer des produits d'assurance et il faut également fournir des liquidités dans ces marchés parce que l'une des difficultés, c'est qu'un crédit hypothécaire, c'est un outil à long terme qui est souvent financé par des dépôts à court terme. Donc aujourd'hui, il existe beaucoup plus de possibilités pour avoir accès au système des marchés des capitaux et c'est important que le système bancaire joue son rôle également. Je me tourne vers Stuart. L'un des grands plaisirs en tant qu'éditeur de ce livre, c'est que nous avons écouté des personnes de différents horizons, de différentes expériences. Et Stuart, vous avez surtout parlé des individus, des personnes qui ont participé au projet Harishipari Diary Project. Comment interprétez-vous ce que vient de dire Maria sur l'état des lieux au niveau mondial, tel qu'esquissé par Maria? Bonjour Patrick, bonjour Maria. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Maria a dit. J'ai observé en Inde les tentatives, donc en Inde, de proposer des mini-crédits hypothécaires pour non pas aider les gens à construire tout un logement, mais d'ajouter des éléments à leur logement, par exemple des latrines, des installations sanitaires, donc ajouter quelque chose à la construction qui est déjà là. Je pense que Marja a raison quand elle dit le rôle important joué par la microfinance. Parce que ces acteurs-là disposent d'une grande expérience. Ils travaillent avec les populations pauvres et sont beaucoup plus proches de ces populations que les banques. Surtout dans ces marchés-là, comme le Bangladesh, où la microfinance a une longue tradition, c'est un élément très important à prendre en compte. Dans le livre, dans le chapitre que j'ai rédigé, il y a une histoire que j'aimerais souligner. Là, il s'agit d'efforts déployés par une banque. Il s'agit de la Grameen Bank, tellement réputée. Et l'une des personnes qui s'est portée volontaire pour remplir ses carnets de bord, donc a rempli ce carnet pendant 5 ans. 5 ans, c'est une femme. Elle s'appelle Samita. Dans les années 80, elle a participé à un programme de Grameen Bank et elle a pu profiter d'un dispositif en faveur du logement. Elle a eu de la chance en quelque sorte. Elle venait d'une famille pauvre, son père est décédé quand elle était encore jeune. Ses frères, et ça c'est inhabituel pour le Bangladesh, ont décidé qu'ils l'autoriseraient à recevoir une partie de l'héritage de son père, de la propriété de son père. Donc elle a reçu une toute petite parcelle de l'héritage familial qu'elle a enregistré en son nom et qui lui a permis de conclure cet emprunt avec la Grameen Bank. Grameen Bank avait une règle, il ne prêterait qu'à des ménages que si la parcelle était enregistrée au nom d'une femme. C'était une condition qui avait été posée à l'époque. Donc, bon, ça n'a pas toujours très bien marché, ce n'était pas toujours idéal, parce que certains hommes se disaient « mais nous ne sommes pas prêts à le faire ainsi ».
et je ne suis pas prêt à transférer la propriété de cette parcelle au nom de ma femme, ou de ma sœur ou de ma tante. En tout cas, Samita a pu profiter de ce prêt. Elle a pu améliorer sa petite cabane à l'époque et améliorer son logement. Elle donc a pu profiter d'un dispositif. Elle est devenue épargnante et l'épargne joue un rôle important ici dans le domaine du logement. Et grâce à son épargne, elle a envoyé ses enfants à l'étranger. Ils ont gagné pas mal d'argent. Et donc maintenant, elle a 20 ans plus tard, donc elle dispose maintenant d'une maison en briques et en ciment. Alors, pendant combien de temps cette famille a-t-elle vécu dans ce logement qui était financé par la Grameen Bank? Plus de 20 ans. Alors, c'est un amortissement plutôt positif pour un logement simple. Oui, le prêt qu'elle avait contracté était sur 4 ans et elle devait le rembourser hebdomadairement. Elle a réussi à rembourser son prêt en 2 ans. Donc, elle s'en est très très bien sortie. Alors, votre perspective est intéressante parce que vous voyez les flux quotidiens dans ces ménages. Et les histoires que vous racontez sont vraiment intéressantes. Vous avez parlé avec les plus pauvres. Mais je me demande, vous avez vu comment ces ménages se débrouillent, quels sont les flux financiers qui leur permettent de survivre? Alors, comment est-ce que les ménages à faible revenu gèrent la question du logement? Parce que pour la plupart des gens, ça ne constitue peut-être pas un flux financier important. En tout cas, mes observations antérieures ont pu être confirmées. Et j'ai pu ajouter quelque chose à ma compréhension. En fait, les gens, en général, quand ils commencent à travailler avec des pauvres et sur la question du logement, ils sont choqués parce qu'ils comprennent que c'est beaucoup plus difficile qu'ils ne l'avaient anticipé. Et je me souviens de mes débuts, en 74, j'étais à Managua, au Nicaragua. Il y avait eu un tremblement de terre. Et moi, j'étais sur place pour comprendre ce qui s'est passé sur le terrain en termes de logement. Et j'étais surpris de constater que pour beaucoup de personnes pauvres, c'était en fait une opportunité. Parce que, en fait, leurs petites baraques se sont effondrées, ces personnes les ont vite reconstruites et puis sont allées à Managua, ont recueilli des matériaux, des constructions qui s'étaient effondrées lors du tremblement de terre, ont pris ces matériaux dans leur zone résidentielle et ont amélioré leur propre logement. C'était quelque chose de tout à fait inattendu pour moi, c'était même un vrai choc. Bon, et j'ai pu donc voir les circonstances et l'on comprend ainsi comment les pauvres en fait sont capables quand il s'agit de leur logement. Ils savent saisir des occasions quand elles se présentent. Ils m'ont appris autre chose également. La communauté internationale envoyait des fonds au Nicaragua et ont construit par exemple des maisons en bois pour les pauvres à faible coût, mais personne n'a emménagé dans ces maisons en bois parce qu'elles avaient été construites au mauvais endroit. Donc j'ai compris quelque chose, l'emplacement est important. Cela montre à quel point c'est difficile. Et en tant que personne extérieure, c'est vraiment très difficile d'intervenir dans ce domaine particulier du logement. Ces maisons en bois, qui étaient destinées aux pauvres, n'ont jamais été habitées par des pauvres, mais
l'argent qui a été dépensé pour construire les terrains sur lesquels ces logements ont été construits a rendu plus riches des personnes qui étaient déjà riches, donc qui ont pu en retirer des rendements. Donc, cela m'a montré qu'il y avait des dangers et j'ai appris quelque chose. Il est crucial de comprendre la situation des pauvres, quels sont leurs besoins, de quoi ont-ils besoin, quelle est leur situation sociale, leurs réseaux sociaux, leurs finances privées. Si vous n'avez pas cette compréhension, vous allez faire des erreurs. Mais pour en revenir à votre question, pour ce qui est de ce projet carnet de bord, on le voit très bien. Nous racontons d'ailleurs plusieurs histoires des personnes dont la question du logement, leurs finances sont liées à leur réseau familial. Je pense à Pamna. Son mari travaille à Singapour, a commencé à envoyer de l'argent à la famille. Mais la seule possibilité pour cette famille d'améliorer son logement dépendait de son réseau familial. Donc il y avait 4 frères et leurs épouses. En fait, ces 4 frères et leurs épouses partageaient un logement. Et c'était un conducteur de pousse-pousse illettré qui gérait cette propriété. Et même s'il y avait 2 frères au Singapour qui envoyaient de l'argent à la famille, ils n'ont jamais pu améliorer la question du logement. Ce n'est qu'à un moment de crise où les 4 frères et leurs épouses ont décidé de se séparer et que Panma a pu profiter donc de cet argent que lui a envoyé son mari et a pu construire sa part sur sa parcelle. J'aime beaucoup cette idée selon laquelle le logement c'est personnel. Évidemment, c'est personnel parce que c'est votre maison, c'est votre foyer, c'est là que vous passez la plupart de votre temps. Et en même temps, je suis vraiment très reconnaissant d'avoir partagé avec nous votre histoire personnelle. Peut-être que... Alors maintenant, je vais mettre un petit peu le projecteur sur Maria et peut-être un peu l'embarrasser en lui demandant comment vous êtes entrée dans le logement. Eh bien, c'est vraiment une histoire incroyable. Comme steward, j'ai démarré mon premier emploi en 1974 aussi au Kenya. Donc la même année que steward, mais pas au même endroit. Et j'ai démarré dans la rénovation des bidonvilles et dans l'élaboration de la politique de rétablissement des bidonvilles du gouvernement. Donc en 1974, ce projet de rénovation des bidonvilles n'a pas vraiment pris des racines au Kenya. Donc je suis restée 4 ans au Kenya, après quoi j'ai compris que le Kenya n'était pas prêt à vraiment prendre à bras le corps les problèmes de la population à faible revenu, ni leur situation, de l'état de leur logement. Mais maintenant, la situation a changé en fait. Mais en 1974, à l'époque, les bidonvilles dans la Matara Valley étaient vraiment concentrés là. Ils n'étaient pas présents sur toute la carte. Et nous, on a essayé de gérer cette crise du logement abordable avec une politique destinée à rénover les sites et ces bidonvilles. Donc, les gens ont pu avoir accès à ces bidonvilles pour un loyer très faible. Les gouvernements locaux empruntaient ou octroyaient des prêts à ces personnes. Et ensuite, ces petites habitations étaient allouées par ces différentes personnes et ces locations leur permettaient de vivre. Alors maintenant, cette petite parcelle de terrain qui leur est octroyée peut être étendue et ce qui vous permet de payer votre emprunt. Mais il y a énormément de temps qui s'est passé entre ce modèle
qui était considéré comme un modèle raisonnable à l'époque pour faire face aux problèmes de logement à bas coût pour les propriétaires et pour les locataires, et la situation d'aujourd'hui et l'heure d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. C'est ainsi que j'ai démarré. Je n'ai jamais quitté ce terrain. Très bien, merci. Alors, comme vous venez de parler du gouvernement, je sais que récemment, vous avez étudié les liens qui existent entre la pandémie et le logement. Et je pense que vous êtes l'autrice d'un nouveau rapport qui s'appelle La pierre angulaire de la relance. Comment est-ce que le financement, comment est-ce que le logement peut aider à rebondir après la crise du Covid-19? Je me demandais si vous pouviez nous donner des explications sur la façon dont vous voyez, vous considérez la capacité du gouvernement à canaliser ce financement en passant par le logement en réponse à la crise du Covid-19. Oui, merci pour cette question. Très intéressante. Le logement est très souvent sous-estimé, mais c'est un élément très important de l'économie. Le logement, en moyenne, contribue sur les marchés émergents, dans l'étude que nous avons réalisée et documentée. Pour certains pays, donc le logement contribue en moyenne à 16% du PIB d'un pays. C'est une étude que nous avons lancée dans quelques pays. Cela correspond avec le secteur de la production, de la fabrication et d'autres secteurs. Donc que ce soit la construction de bâtiments traditionnels, ou si l'on considère le flux d'argent qui passe par les loyers, ou si vous êtes propriétaire, eh bien le loyer imputé, le loyer que vous devez payer, eh bien toutes ces parties du financement contribuent à une grande partie de l'économie, une grande partie du PIB. Et donc le secteur du logement, si vous voulez réaliser une relance économique, il y a beaucoup de pays qui sont dans le cas à cause de la récession énorme qui frappe le monde. Les chiffres sont effrayants. La chute du PIB dans la plupart des pays et les projections du PIB sont très alarmantes. Et donc le secteur du logement est un secteur excellent pour y arriver parce que c'est vraiment très important, un secteur très important qui génère énormément d'emplois. Et pas seulement dans la construction de maisons, mais aussi dans tout ce qui est nécessaire quand vous construisez une maison. Vous avez besoin d'un poêle, vous avez besoin d'un frigo, etc. Donc, le logement a une capacité de stimulus additionnel. Pendant la crise du Covid, le logement est devenu vraiment essentiel. La maison, c'est le centre de chaque maison, de chaque foyer où vous éduquez vos enfants, où il y a de la production. L'emplacement de cette maison est également très important par rapport à votre emploi, etc. J'en passe, c'est de meilleur. Et donc, dans cette crise double, crise économique et crise sanitaire, l'investissement dans le secteur du logement devrait être la priorité numéro 1. Ce que nous avons découvert, c'est que dans la plupart des pays, le stimulus économique coûte énormément d'argent au gouvernement, mais il n'est pas concentré sur le secteur qui devrait être la priorité essentielle, c'est-à-dire le secteur du logement. Et les pays qui encouragent leur économie par le secteur du logement, eh bien, on constate que dans ce cas, cette relance est consacrée à cette partie du marché de l'habitation qui a l'accès tout à fait ouvert au crédit hypothécaire. Il s'agit des 20% du dessus du panier. Ce stimulus économique, en fait, devrait plutôt élargir le marché et aller là où il aura un plus grand impact. Et pour y arriver, il faut travailler davantage, et ça c'est certain. C'est beaucoup plus complexe que cela n'y paraît. Si vous n'avez pas un accès facile au crédit hypothécaire, et si c'est le premier niveau que vous voulez toucher, il faut mettre en place
d'autres mécanismes institutionnels. Il faut être beaucoup plus créatif pour aider, pour soutenir ce secteur du marché. Et si vous voulez, vous devez également penser à des rénovations, des projets de rénovation de maisons. Cela ne se fait pas aussi automatiquement que cela. Le secteur du logement également repose sur le terrain, la terre. Le secteur du logement souvent passe par des rénovations, des agrandissements de bâtiments. Et Stuart vient de mentionner des cas particuliers où le logement n'est pas facilement accessible. Et quand le logement, dans certains pays, les crises, les catastrophes naturelles peuvent frapper énormément le logement. Le secteur public et en particulier le gouvernement local doivent fournir l'accès aux plus pauvres à ces services pour pouvoir mobiliser le secteur du logement de façon adéquate et au bon moment. Il y a plusieurs gouvernants qui essayent de raffiner leur programme de relance économique pour être beaucoup mieux desservir ce secteur qui souffre énormément de la crise. Pouvez-vous nous donner l'exemple d'un pays qui s'en sort bien en ce moment par rapport à ce que vous avez dit? Eh bien, le Mexique s'en sort très bien dans le domaine de la rénovation des bâtiments à échelle. La Colombie également essaie de viser ce secteur de la rénovation et de l'amélioration des bâtiments en ajoutant de nouvelles constructions, en ajoutant des extensions. En fait, en Amérique latine, c'est beaucoup plus facile d'arriver à appliquer ces projets de rénovation de bâtiments parce que le taux d'urbanisation est plus faible. Dans d'autres pays plus urbanisés, il faut également penser à ce genre de projet. Désolée, je ne veux pas vous interrompre, mais malheureusement, il ne nous reste qu'une minute et je voulais encore me tourner vers Stuart. Vous avez en effet une perspective, un point de vue unique sur ce que Maria était en train d'expliquer. Comment répondre à la crise du Covid-19 du point de vue, en partant de la perspective du logement. Oui, dans le domaine particulier de nos carnets de bord, 15% de ces journaux de bord, de ces personnes qui contribuent au carnet de bord nous parlent de certains pourcentages. Je voulais parler de Samita, l'une de nos journalistes. Ces initiatives engendrent un certain stimulus économique dont Maria nous parlait. Il y en a qui veulent construire des très belles maisons avec l'argent qu'ils reçoivent d'outre-mer. Alors, il y a beaucoup de personnes très qualifiées, d'autres qui ne sont pas qualifiées. Il y a des maçons et des charpentiers. Il y en a qui transportent la terre dans des brouettes, etc. Mais en ce qui concerne la façon dont les gens font face à la crise du Covid dans notre région, il n'y a rien de particulier à dire sur le front du logement. La plupart des projets de logement se sont poursuivis pendant la crise du Covid parce que les gens disposaient déjà de l'argent et avaient déjà mis de côté les matériaux dont ils avaient besoin. Donc cela a permis à pas mal de personnes pauvres, de recevoir un certain salaire, même pendant la crise. Mais en général, dans le Rishipara Daily Diary, a été soutenu par la prudence. Quand au mois d'avril, quand on a eu le confinement national, les gens se sont privés d'acheter toute autre chose que des matières premières tout à fait nécessaires. Donc, ils ont divisé leur budget et se sont
se sont concentrés sur l'achat d'alimentation, uniquement d'alimentation. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, ce qui est apparu, si l'on regarde la situation de plus près, c'est que si les gens avaient davantage de réserves d'argent cachées dans leur maison, beaucoup plus que ce que l'on pourrait imaginer, on peut se dire que les gens avaient peu d'argent de réserve, mais dans ce cas, cette habitude de garder toujours des réserves d'argent à la maison, plus ces efforts, ces privations, leur ont permis, ou ont permis en tout cas à la plupart de ces ménages, de passer au-delà de cette crise sans en souffrir énormément. Il y a peu de gens qui ont souffert de la faim. C'est ainsi que cela a été fait par une attitude raisonnable où les gens se sont serrés la ceinture, se sont privés pour n'acheter que l'essentiel, c'est-à-dire la nourriture. Merci beaucoup. On voit comment ces pauvres ont vraiment fait appel à leur imagination pour survivre à cette crise, pour dépasser cette crise. Stuart, Maria, ça a vraiment été un plaisir pour moi de parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Merci. Bonjour Leilani, c'est vraiment très agréable pour moi de vous voir. Oui, pour moi aussi c'est très agréable, ça fait déjà un bout de temps. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 3 ans, lors du prix de la microfinance sur le logement. Vous avez fait un discours très important sur ce sujet. Vous avez été rapporteur des Nations Unies sur le logement. Depuis lors, je pense que vous avez fait pas mal de progrès, pas mal de choses. Vous avez lancé une ONG. Mon mandat en tant que rapporteur s'est terminé fin avril de cette année 2020. Vraiment au début de la pandémie. À cette époque, on ne savait pas vraiment combien de temps ça allait durer. Mais maintenant, on sait qu'elle est toujours là. Et donc, fin avril, mon mandat s'est terminé et nous avons créé une entité qui s'appelle le SHIFT. C'est on l'appelle mouvement international. On ne veut pas l'appeler vraiment ONG parce que les gouvernements ne sont pas encore complètement engagés, les gouvernements de la ville en particulier. En fait, notre objectif, c'est de garantir le logement au niveau mondial. Oui, c'est exactement la raison pour laquelle nous avons décidé de nous mettre en contact avec vous. Cela apporte une nouvelle perspective à à notre compréhension de l'importance du logement. Et c'est un secteur de la microfinance. Et vous vous souvenez certainement de ce qui est important pour nous. Nous disons qu'on ne consacre pas assez d'importance au logement. Et à notre avis, le logement, c'est l'un des actifs les plus chers, les plus coûteux qu'un ménage peut détenir. Donc, indépendamment du prix de la maison, c'est toujours la chose la plus importante et ce qui représente la plus grosse dépense pour une famille. Et là, on peut vraiment marquer la différence et aider ces pauvres gens à avoir un logement. Le logement, c'est vraiment fondamental pour une famille, pour un foyer. Cela peut permettre à une famille de s'installer et de vivre, de fonder une famille. Cela peut permettre aux enfants d'étudier. Cela peut permettre également d'avoir une entreprise, ouvrir une entreprise à la maison. Toute une série de choses que nous considérons comme acquises, nous qui vivons dans des pays où être propriétaire est quand même largement répandu. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de votre qu'volonté à vous engager dans un pays du Sud, particulièrement un pays où le niveau de salaire est bien plus faible qu'en Europe du Nord, par exemple.
Quel rôle, à votre avis, peuvent jouer les fournisseurs financiers dans l'accès au logement, et en particulier pour aider les familles à faible revenu? Merci beaucoup, Daniel, pour la façon dont vous avez posé la question. Parce que si je me souviens bien, quand j'ai accepté d'être l'oratrice initiale de ces prix de la microfinance en 2017, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'ils s'adressent à moi? Je n'y connais rien en microfinance. Et puis, quand j'ai commencé à étudier le matériel et le projet analysé pour ce projet de la microfinance, et c'était vraiment le logement qui était au centre de ce prix en 2017, j'ai compris notre intérêt commun. Notre intérêt commun, c'est de savoir comment aider les familles à faible revenu, ceux qui sont les plus nécessiteux. Je suis juriste en droit de l'homme, mais je pense que cette préoccupation est commune. Et je suis âgée assez que pour comprendre que quand vous avez une préoccupation commune, eh bien, vous êtes d'une certaine façon alliés. Je pense que c'est une conversation très intéressante et très importante parce que le logement n'est pas seulement le bien le plus cher dont les gens vont disposer pendant toute leur vie. Nous savons aussi, tout particulièrement depuis le début de la crise, à quel point le logement et le logement décent est fondamental dans la vie, pour la santé de quelqu'un, pour le sens du bien-être, pour son sens de la sécurité. Nous devons vraiment explorer toutes les pistes possibles pour assurer un logement décent à tout le monde, que ce soit dans le nord, dans le sud et indépendamment du niveau de revenu. Et donc, la microfinance, c'est vraiment un levier qui garantit cela. Et en tant que tel, nous devons nous concentrer sur le logement. Même si je suis d'habitude plus experte en droit de l'homme, je pense qu'on ne peut pas, excusez-moi l'expression, jeter le bébé avec l'eau du bain, tout simplement parce que la microfinance engage des acteurs financiers. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas des valeurs à explorer, ni à soutenir, ni à développer. Donc ça, c'est mon point de départ. Et si les gens m'écoutent et se disent « Ouh là là, de quoi est-ce qu'elle parle ?» Eh bien voilà, ça c'est mon point de départ parce que c'est tellement important à l'heure d'aujourd'hui qu'il faut exploiter tous les outils, les instruments et les options qui sont à notre disposition pour garantir un logement décent à tout le monde dans la planète. Voilà, c'est là que j'ai commencé, Daniel. Voilà, vous m'avez demandé de partager mes commentaires sur ce logement décent. Voilà, tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Alors, où se trouvent nos points communs, notre compréhension commune des dossiers? Alors, il s'agit tout d'abord de partir du logement adéquat ou plus ou moins adéquat. Et en tous les cas, la microfinance veille à comprendre que les personnes, les familles, les ménages peuvent contribuer à leur propre logement et devraient avoir leur mot à dire quant à ce à quoi va ressembler ce logement et à l'approche graduelle au logement. Par exemple, quand j'étudiais les projets de microfinance, quand je les examinais par rapport aux récompenses qui devaient être mises, avec un lauréat issu d'une communauté indigène, eh bien, il s'agit avant tout d'améliorer le logement et de faire en sorte que l'on maintienne le logement sur les terres qui faisaient déjà partie de l'histoire de la communauté. Et ainsi, il y a un sens de besoin commun, modeste, mais avec une évolution graduelle. Alors, s'agit-il de construire des murs plus solides, un toit plus stable, et à partir de là, vous voyez comment améliorer votre logement. Donc, j'aime beaucoup le modèle de microfinancement où il y a une confiance qui est inscrite dans les besoins perçus par les différentes personnes et comment traduire ceci en un prêt. Et c'est une vision qui est absolument essentielle, où c'est l'être humain qui est au centre, c'est lui qui connaît ses besoins
Les gens savent quels sont leurs besoins. En général, leurs besoins sont modestes. C'est rare qu'une personne pauvre demande un manoir, un palais. Non, elle demande avant tout de l'eau courante, des choses, des biens de base. Et c'est là qu'on a un potentiel pour la microfinance. Où est-ce que l'on doit commencer à être très prudent? Eh bien, c'est par exemple quand il s'agit de savoir qui est éligible à un prêt de microfinance et à quelles conditions. Est-ce que ces conditions sont en ligne avec les droits de l'homme? Par exemple, vous ne voudrez pas interdire l'accès à un ménage alors que le chef de famille est une femme. Il faut veiller à ce que le financement soit élargi et transmis de façon non discriminatoire. Il convient de le dire, c'est important. Et il y a d'autres obstacles structurels peut-être qui sont liés au financement. Je sais qu'en 2017, le lauréat avait rencontré un obstacle potentiel dans le financement puisqu'il fallait montrer des titres de propriété foncière. Bien souvent, les indigènes n'ont pas de titre physique attestant de leur propriété et du coup, il a fallu adapter le prêt. C'était en fait un bailleur qui était en lien avec un État, avec le gouvernement. Et je m'épate moi-même, je m'en souviens comme ça, je n'ai pas de documents sous les yeux. Non, tout à fait. En fait, je comprends bien. Il s'agit de cas spécifiques. C'est au Mexique. Le bailleur, c'était Tasopantomine, une coopérative. Le gouvernement mexicain avait des subventions. Et normalement, l'accès doit être basé sur certains éléments. D'une part, le titre de propriété et d'autre part, un capital de base. Et donc, ils ont innové. Ils ont dit, écoutez, les membres de cette famille, de cette tribu, ont peu d'argent, ils ne peuvent pas recueillir les fonds, mais ils travaillent chacun sur les maisons les uns des autres. Quand il y en a un qui construit sa maison, tout le monde l'aide. Et le gouvernement a donné son accord pour compter ce travail comme un intrant. Tout à fait. Et c'était cette flexibilité dans l'octroi des prêts qui est importante et ça correspond, ça cadre avec les droits de l'homme. Mais nous devons être prudents, à savoir qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'accès aux prêts qui soit contraire aux droits de l'homme en fin de compte. Mais je crois qu'en 2017, il y a une question que nous avions éludée. Je peux vous la poser. Je serais préoccupé si, pour une raison X, Y, quelqu'un ne pouvait pas rembourser un prêt. Qui, alors, serait le propriétaire ultime de ce bien et qu'est-ce qui se passerait dans un tel scénario? Le lauréat du prix, ça aurait posé problème. Enfin, ça n'aurait pas posé problème, c'était une coopérative en lien avec l'État, etc., qui avait dégagé les fonds. Mais dans certains modèles dont j'ai mémoire, j'avais lu ça à l'époque, c'était fait de telle sorte que le microfinanceur était si important, dans un cas précis, que c'était quasiment une banque. Oui, c'était même une banque d'ailleurs. Qui c'était? Mi Banco, au Pérou. C'est vrai, Mi Banco. Et je sais qu'il y avait une préoccupation qui pointait à l'époque, car qu'est-ce que ça veut dire si une banque détient une maison, elle peut saisir la famille en fonction du scénario. Et je crois qu'on doit être prudent à cet égard, mais je ne sais pas si vous y avez pensé. Très bonne question. Vous avez raison, c'est au cœur même de l'intersection entre le produit financier, le modèle de produit financier et votre monde, votre modèle des droits de l'homme. Et où est la ligne de séparation? C'est vrai. Alors moi j'ai mes propres réflexions en la matière. On pourrait s'imaginer des cas dans lesquels, bon, prenons un exemple concret. Un emprunteur qui dit, écoute,
j'ai ce prêt, j'ai ma maison et je n'ai plus besoin de payer. Et il y a une obligation du côté du bailleur qui dit tu peux payer mais tu n'es pas obligé. Simultanément, il peut y avoir une situation où quelqu'un subit des effets délétères externes, ou quelqu'un malade dans la famille, ou bien d'autres tragédies qui fait souffrir les familles, notamment les familles pauvres qui sont souvent touchées. Donc quand il s'agit de financement, de microfinance pour le logement, il n'y a quasiment pas d'obligation juridique de saisie. Mais si vous avez un type de prêt corollaire, comme une micro-hypothèque, une toute petite hypothèque dans ces familles, si on prend par exemple le conducteur de pousse-pousse, ou bien quelqu'un qui travaille comme chauffeur de locomotive, bon, il y a une obligation, une possibilité juridique pour le bailleur de saisir s'il y a une hypothèque. Mais dans le social, on doit voir d'une part si il y a une raison qui fait que la personne ne paye pas, est-ce qu'il ne souhaite pas payer ou est-ce qu'il y a eu un événement externe. Deuxièmement, mettre en place autant d'éléments de protection possible pour veiller à ce qu'il y ait des assurances vie valables pendant la durée du prêt. Si une personne est blessée de sorte qu'elle ne peut pas travailler, eh bien qu'un revenu soit assuré. Idem pour l'assurance immobilière s'il y a un incendie, ce qui est monnaie courante dans les pays plus riches. Et je pense qu'il y a un troisième volet très important également. Nous disons, alors peut-être que tu as rencontré une difficulté temporaire. Alors, je te dis que je ne vais pas te renvoyer de ta maison tout de suite, tant qu'on peut élaborer un modèle, on restructure le prêt, on met en place des facilités, et je crois que l'objectif n'est jamais pour le bailleur de renvoyer les gens, ce n'est pas l'objectif ultime. Et le fait de reconnaître qu'en tant que prêteur, vous avez toujours la possibilité d'exécuter le contrat, le cas échéant. Sinon, la structure n'est pas viable. Donc, il faut toujours trouver le juste équilibre entre ces deux extrêmes. C'est difficile. Tout à fait. Je comprends bien ces éléments de réflexion. En 2017, je l'avais suggéré dans mon discours. J'avais dit qu'il est extrêmement important que nous prenions connaissance des outils locaux pour surmonter la crise. Et dans la microfinance, il y a beaucoup d'éléments positifs. Et on arrive de plus en plus dans nos discussions à une norme raisonnable, entre guillemets. Mais qu'est-ce que le raisonnable ? Les États peuvent suivre telle ou telle voie, peuvent inviter les micro-bailleurs de fonds, ou en tant que micro-bailleur de fonds, on peut être intéressé par tel ou tel secteur et commencer à impliquer les communautés. Mais dans le même temps, il faut veiller à ce qu'il y ait un cadre respectant les droits de l'homme. Je suis content de comprendre que le système des saisines fait pas partie du prêt microfinance quand il n'y a pas lien avec une hypothèque. C'est très important car d'après le droit international des droits de l'homme, il n'est pas possible d'être renvoyé de sa maison pour se retrouver à la rue. Et si on a une seule propriété dont on serait renvoyé, on serait sans abri. Et donc des protections doivent être inscrites dans la loi pour veiller à ce que ça ne soit jamais le cas. Donc il y a des voies et moyens. Peut-être d'ailleurs que, Daniel, nous pourrions lancer un nouveau projet, n'est-ce pas ? On a tout ce temps à faire, mais pourquoi pas ? Nous pourrions développer des principes de droits de l'homme dans les microfinances, dans le secteur, dans le sous-secteur du logement, 5 principes clés, pourquoi pas, ça serait cool, je pense. Effectivement, ça serait franchement intéressant.
On mettrait ça sur une petite carte postale. Bon, en fait, on parle de droits et d'obligations dans la finance. Comment veiller à ce que les droits ne soient pas violés. Et on part à partir de là. La notion de jeter les bases. Bon, j'y réfléchis un petit peu déjà. Ceux qui sont impliqués dans le commerce, comprendre que les droits de l'homme font partie du monde des affaires. Ça fait partie tout simplement des pratiques commerciales. Tout comme on ne veut pas sous-payer un salarié, on ne devrait pas sous-payer un salarié, on ne va pas faire travailler quelqu'un 80 heures dans la semaine, on va veiller à ce que les droits de l'homme s'inscrivent dans le modèle d'affaires, etc. Bien, Lélanie, le temps court. La conversation a été très agréable. Moi, j'aime bien toutes ces idées tournées vers l'avenir en termes de principes de droits de l'homme qui s'inscrivent dans les finances, notamment le financement du logement. Nous resterons en contact, bien entendu. Oui, je l'espère. Merci beaucoup pour votre présence. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Nous sommes de retour et nous sommes toujours vivants. Merci, Daniel. Je n'avais pas encore vu cet entretien, c'était très intéressant. Et moi, j'ai beaucoup apprécié votre échange également avec Maria et Stuart. C'était très, très intéressant et vivant. Voilà, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais nous avions une question à aborder. Les échéances à plus long terme, parce que les crédits hypothécaires sont des crédits sur le long terme. Nous abordons cette question dans le livre à plusieurs reprises et l'Inde est mentionnée. Il y a toute une section qui explique comment l'Inde a réussi à proposer ses produits sur le plus long terme. Et puis vendredi, vous pourrez assister à une séance très intéressante également. Oui, une séance le vendredi matin pour ceux qui s'intéressent à une étude de cas, un pays qui a exploré en long et en large le secteur des micro-crédits hypothécaires et les orateurs sont excellents. Donc c'est une étude de cas de l'Inde. Nous avons des panélistes intéressants qui sont prévus du monde bancaire, d'autres secteurs. Donc je ne peux que vous encourager à regarder le programme et participer à cette séance. Il y a d'autres pays qui font un travail intéressant pour des produits tels que les crédits hypothécaires. Le Mexique, par exemple, qui propose des produits pour le logement et pour la rénovation de logement et intègre également l'assistance technique que l'on trouve plutôt dans le monde de la microfinance. Et peut-être une chose que nous n'avons pas abordée au moment où nous avons écrit l'ouvrage. Donc, il y a 6 pays en Afrique de l'Ouest qui ont un dispositif qui permet de refinancer les IMF qui desservent des personnes plus vulnérables. Et une chose que nous avons apprise en rédigeant cet ouvrage, c'est que pour le logement, il faut tenir compte de l'ensemble. On ne peut pas parler du financement pour un élément isolé. Il faut des moyens financiers pour avoir accès aux terres. Ça, c'est vraiment la base. Donc, il faut tout d'abord les terrains, les parcelles, pour que les acquéreurs puissent acheter des terrains. Donc, en tout cas, c'est important d'avoir une vue d'ensemble. Oui, et cela va même au-delà du financement. Bon, le livre ici s'intéresse au logement et au financement, mais il faut bien comprendre tous les autres aspects qui ont une influence sur le logement et le financement.
Alors, oui, la microfinance se prête à beaucoup d'environnements, mais dès qu'il s'agit de logement, il faut savoir quelles sont les obligations juridiques, quelles familles peuvent avoir accès à quel titre de propriété, etc. Et les codes de construction, quelles sont les structures autorisées. Donc, il est important d'avoir un écosystème qui permette à des familles à faible revenu d'avoir un logement de qualité. Même si le marché est complexe, il faut vraiment garder à l'esprit les avantages que cela peut procurer aux familles. Donc c'est un écosystème très complexe qui repose sur un grand nombre d'acteurs et oui, là ce sont des familles modestes qui doivent investir dans quelque chose d'important. Il faut voir également quel est le cadre réglementaire et politique dont il y a toute une série de couches qui interviennent. Donc l'ouvrage tient compte de tous ces éléments-là et vous offre vraiment des informations sur tous ces aspects à prendre en compte. Nous avons encore 3 séances prévues cette semaine sur ce sujet. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Nous avons dépassé un petit peu notre temps de parole. Alors je pense que nous allons en rester là. Merci à tous ceux qui ont participé. Patrick et moi sommes présents lors de cette conférence. Si vous voulez nous contacter, nous poser des questions, n'hésitez pas. Et à côté de nous, il y a également d'autres acteurs. Je pense qu'il y a 13 auteurs au total, nous compris. Donc c'est un ouvrage collectif et c'est vraiment le meilleur ouvrage sur la question. Et je suis ravie de voir que beaucoup d'experts y ont contribué. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là. Et s'il y a une seule chose à retenir de cette séance, ce serait que le logement a un grand impact sur la vie des gens. Et c'est parfois quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte dans notre secteur. Merci à tous. Le logement doit être pris en compte par les gouvernements. Le dernier ouvrage écrit sur la question, c'était en 2004. Il s'agit de l'institut.